Hello guys, bienvenue dans le L de la NFL. On va parler NFL pendant une bonne heure, je pense. On va débriefer, ou plutôt briefer, cette journée 9 qui arrive ce week-end. On a déjà eu un match hier soir, Niners contre Packers. Bon, c'était pas grandiose, mais il y a quand même des choses à dire. Je pense notamment pas mal de questions à se poser côté Niners quant à l'avenir de cette franchise, quant à Jimmy Garoppolo. On en parlera évidemment. On fera un tour globalement de tous les matchs, de toutes les équipes. On va essayer de s'attarder un peu sur tout le monde, de se poser les questions pour chaque équipe. Donc voilà, on est parti pour une bonne petite heure. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser plein de questions. Bon là vous êtes 4 ou 5 à nous écouter, c'est la première. Mais posez plein de questions dans les commentaires sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes où vous trouverez ce podcast du L. J'essaierai vraiment de répondre à toutes les questions lors du prochain podcast. Je pense que ça peut être super intéressant d'avoir votre avis. Ce qui est sûr, c'est que je prétends pas tout savoir sur la NFL, loin de là, mais c'est une passion et je pense qu'en parler, ça peut que être bon et ce sera que meilleur en fait s'il y a de l'interaction avec ceux qui écoutent, parce que je sais qu'on est quand même plusieurs passionnés en France à adorer ce sport et à vibrer chaque week-end. Donc voilà, on va faire un petit tour global de toute la ligue et on attaque tout de suite donc avec ce qui s'est passé hier. Packers contre Niners. Bon bah alors, évidemment au niveau du résultat, on n'est pas surpris. Donc les Niners qui se font éclater par les Packers. Déjà, c'est pas surprenant à la base, puisque ça reste Aaron Rodgers contre malheureusement Nick Mullens qui remplaçait Jimmy Garoppolo au poste de quarterback. Mais au-delà de ça, les Niners, ils sont juste décimés, c'est terrible. Moi, en pré-saison, mon pronostic, c'était qu'ils allaient être victimes du Super Bowl hangover et que du coup, ils ne parviendraient pas à se qualifier pour les playoffs. C'était mon prono. Je pensais pas pour autant que leur division serait aussi compliquée que ce qu'elle a l'air d'être aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a quand même les Rams, les Cardinals et surtout les Seahawks à se coltiner. C'est pas évident quoi, je veux dire, c'est très certainement la division la plus hard de toute la NFL. On a que des équipes qui sont dans le positif, on a que des équipes qui ont plus de victoires que de défaites et surtout des équipes qui jouent très bien quoi. Et qui sont peut-être pas les Cardinals, peut-être pas les Rams, on va en parler, moi je les trouve un poil surcotés. En tout cas, je me pose encore des questions sur cette équipe. Mais on est sur des contenders, quoi. On est sur des mecs qui visent les playoffs et même un peu plus loin. Et concernant les Seahawks, on est clairement embarqué dans un run pour aller jusqu'au Super Bowl et plus si affinité. Donc déjà, la division est pas évidente. Et puis voilà, quoi. Nick Bosa, candidat Defensive Player of the Year, qui se blesse. D'autres blessures importantes sur leur front seven qui était quand même leur qualité majeure l'année dernière. C'était leur front seven, c'est tout simplement le meilleur front seven de la NFL. Bien qu'ils aient perdu DeForest Buckner qui est parti chez les Colts, ils l'avaient remplacé avec Javon Kinlaw qui fait franchement une bonne première saison de rookie. C'est pas exceptionnel mais c'est pas mal. Mais trop de blessures. Et hier en attaque c'est terrible, enfin le quarterback n'est pas là, Deebo Samuel n'est pas là, George Kittle certainement le meilleur, si ce n'est le deuxième, ça dépend si vous êtes fan des Chiefs ou des Niners, c'est le meilleur tight end de la ligue, pas là non plus, enfin je veux dire, bon, on va dire que tout était contre eux, tout était en faveur d'une défaite, et ça a été une défaite, ils se sont fait globalement défoncer. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que malgré ce déficit de joueurs, Kyle Shanahan, il arrive quand même à maintenir cette équipe à peu près au niveau du 500, donc à peu près avec autant de victoires que de défaites, ce qui est quand même très fort. Voilà, c'est un génie offensif, on le sait. Pour moi, c'est l'un des tout meilleurs coachs de la ligue. Mais là, on lui en demande trop, quoi. C'est pas possible. Et on le voit de toute façon cette année avec les Patriots.
Je veux dire, Bill Belichick, c'est pas que c'est un des meilleurs coachs de la ligue, c'est que c'est le GOAT, tout simplement. On est sur le GOAT des coachs, on est sur allez, si vous l'aimez pas, on va dire le top 3 des coachs all-time. Je suis désolé, tu mets un mauvais roster dans les mains de Belichick, à un moment donné, ça fait 2-5. Voilà, comme ils sont aujourd'hui, 2 victoires, 5 défaites. Parce que ça reste un sport collectif. Ce qui est toujours bon à rappeler à ceux qui sont prêts à descendre en flammes les quarterbacks ou les monter un peu trop dans la hype. Voilà, un quarterback, il est aussi dépendant du reste du roster. Et sur un roster NFL, il y a 53 mecs. Donc quand on a une dizaine, comme c'est le cas aux Niners, voire 14-15, de tes titulaires qui se blessent, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, Kyle Shanahan, alors il fait ce qu'on appelle du smoke and mirrors, donc voilà, c'est des plays un peu complexes, un peu bidouillés, il y a beaucoup de yards after catch, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et puis alors avec Nick Mullens, qui est pas un backup dégueu, c'est pas ce que je suis en train de dire. Franchement, avoir Nick Mullens en backup, c'est pas mal. Et les Chiefs nous ont prouvé l'année dernière avec Matt Moore que si t'as un très bon roster et que t'es bien coaché, tu peux gagner des matchs avec un backup en NFL. C'est pas interdit. Mais je pense que là, taper les Packers de Green Bay, c'était un peu trop... la marche était un peu trop élevée pour les Niners hier. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment de regrets sur ce match. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas. Et que voilà, maintenant ils sont projetés vers l'avenir. L'avenir, ça va être compliqué. Le prochain match, c'est contre les Saints. Ensuite, il y aura des matchs de division contre les Seahawks, il y aura des matchs de division contre les Rams et les Cardinals. Ça va vraiment pas être évident. Je veux dire, là, ils sont à 4-5. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les Niners qui finissent à 9-7, qu'ils accrochent la dernière place de wildcard, puisque cette année il y en a 7 équipes en playoff, on le rappelle, il y a une équipe de plus en wildcard que d'habitude. Ça va être très compliqué. Et de toute façon, je pense que même les fans des Niners, doit y en avoir dans la communauté française évidemment, c'est quand même une des équipes les plus suivies, une des équipes les plus aimées. Normalement, de par son passé avec Joe Montana, avec Steve Young, évidemment, Jerry Rice, on va pas tous les citer, mais c'est quand même une franchise historique. Et il y a des vraies questions sur l'avenir de cette franchise qui... paradoxalement, nous paraissait vraiment bien en place il y a de ça encore quelques mois. Je trouve que John Lynch, le GM, qui d'ailleurs, ça fait des années que je milite pour que John Lynch intègre le Hall of Fame. Putain, les gars, on parle d'un des meilleurs safety de l'histoire. S'il vous plaît, mettez-le moi dans ce Hall of Fame. Chaque année, je regarde les sélections pour le Hall of Fame. Je n'attends qu'une chose, c'est que John Lynch y aille. Je pense que le fait qu'il soit dans la lumière en tant que GM des Niners et que pour l'instant ça se passe très bien, ça peut que appuyer sa candidature. Bon, enfin, c'est encore un autre sujet. Toujours est-il qu'il fait un super bon taf depuis qu'il est arrivé à San Francisco. Qu'il est très bien aidé par son coach Kyle Shanahan, qui est tout simplement un des 3 plus grands génies offensifs de la ligue chez les jeunes coachs, avec Sean McVay. Chez les vieux, il y a Andy Reid qui est là, il y a Sean Payton. Donc, j'ai dit top 3, il est peut-être top 5, mais enfin, c'est un top coach, vraiment, Kyle Shanahan. Je pense pas que les Niners envisagent à aucun moment de s'en séparer, même s'il y a une saison cagale l'année prochaine. Pareil pour John Lynch, c'est un duo qui marche très bien. Il y a un très bon roster. Je trouve que, en fait, ce roster, finalement, bon, là, cette année, il est frappé par les blessures. Et j'ai envie de dire, chaque année, il y a une équipe qui est frappée par les blessures de plein fouet et qui voit ses chances d'aller en playoff complètement impactées par ces blessures. Ça a souvent été les Falcons ces dernières années, on en reparlera. Mais ou les Eagles, terrible l'année dernière. Mais enfin, ils jouent dans une division tellement pourrie que ils peuvent quand même aller en playoff avec des joueurs du practice squad. Ça aussi, on va en parler.
Je suis pas un grand fan de Carson Wentz, pour ceux qui l'adorent. Petit teasing pour ce qui arrive dans cette heure de discussion. Les Niners, bon, au niveau de la défense, super roster. Je veux dire, on a potentiellement, quand ils sont tous là, l'un des tout meilleurs front seven de la ligue. On a un backfield qui est quand même super talentueux. Normalement, il y a Richard Sherman. Là, on voit qu'ils ont fait la bonne pioche Jason Verrett, qui était excellent à l'époque du côté des Chargers, mais qui a été blessé la plupart du temps, la plupart de sa carrière, qui là revient à un top niveau. Il y a Emmanuel Mosley. Enfin, il y a du talent à tous les étages. Il y a Fred Warner, évidemment, au poste de linebacker, qui, pour moi, devrait être un All-Pro cette année. Je pense qu'il a largement le niveau. Voilà, Bobby Wagner, Fred Warner, Devin White chez les Bucks. Voilà, pour moi, c'est un peu le trio des linebackers qui se dégage cette saison. Donc voilà, on a un super roster en défense. En attaque, il y a de la cam. Il n'y a peut-être pas ce receveur numéro 1. Faudra voir comment se développe Brandon Ayuk, le rookie qu'ils ont drafté cette année. Il n'y a peut-être pas ce true number 1, quoi, comme on dit, ce vrai numéro 1, ce DeAndre Hopkins, ce Devante Adams, pour parler des Packers. Voilà, il n'y a pas ça, mais il y a vraiment des joueurs qui fit complètement le projet de Kyle Shanahan, des mecs qui peuvent gober du yards after catch, du Deebo Samuel, du George Kittle. Je veux dire, c'est super bien construit. Il y a des très bons running backs, Raheem Mostert, qui nous rappelle encore une fois que ça ne sert à rien, les gars, de drafter un running back dans le top 10. Même si ça peut marcher, les fans des Panthers, calmez-vous. Christian McCaffrey, très bon pick. Excellent joueur, j'adore, un de mes joueurs préférés. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de drafter des running backs au premier round, quand tu peux trouver des Aaron Jones un peu plus tard, quand tu peux trouver des Raheem Mostert en 6e round, quand tu peux trouver des Philip Lindsay en non drafté? C'est encore une autre question. Alors que je fais tout tomber, pardon. Mais pour revenir aux Niners, donc, défense, nickel. Attaque, nickel. La question, c'est le quarterback. Et il y a deux questions, finalement, pour ce quarterback. Première question, c'est est-ce qu'il peut rester sur le terrain? Jimmy Garoppolo, blessé à New England, blessé aux Niners sa première année, il se fait les croisés, le premier match, je crois, il me semble, c'est contre les Chiefs, si je m'abuse. Corrigez-moi si je me trompe. Quand il fait un run et il se fait... il se blesse en fait juste avant l'impact. C'est pas l'impact du défenseur des Chiefs qui le blesse, ça se passe le long de la ligne dans la red zone à gauche. Et il prend un mauvais appui, il se fait les croisés. L'année dernière, il revient... est-ce qu'il joue tous les matchs l'année dernière? J'en suis même pas sûr, je crois que oui. Et cette année, il se retrouve encore blessé en début de saison. Et là, il vient de se faire la cheville, il en a pour 6 semaines. Bon. On connaît tous le proverbe the best quality is availability, à l'anglaise, à l'américaine. Donc la meilleure des qualités, c'est d'être disponible. Il l'a pas. Alors c'est un peu dur de juger parce que ça me fait toujours marrer quand on dit sur des joueurs: ah non mais ce mec de toute façon il est tout le temps blessé, il peut jamais rester sur le terrain. Ah bon, pourquoi? Il a été blessé 2 fois sur les 3 dernières années. Sauf que ça fait 5 ans qu'il est dans la ligue. Si ça se trouve, le mec il peut t'en enchaîner 10 sans être blessé derrière. Donc faut pas non plus... j'ai vu beaucoup de réactions cette semaine. C'est bon, Jimmy Garoppolo, il est tout le temps blessé, il sera tout le temps blessé toute sa vie. Perso, j'ai pas de boule de cristal. Il s'est fait les croisés, ça arrivait à d'autres. Là, il s'est fait la cheville, ça arrivait à d'autres. Il a pas de mal chronique, il a pas de trucs au dos ou de problèmes justement dans le genou chronique qui font que le mec ne pourrait jamais revenir à son meilleur niveau et ne pourrait pas rester sur le terrain. Ça, j'y crois pas. Maintenant, il faut quand même se poser la question, oui, est-ce que le mec peut être titulaire
16 matchs, plus les playoffs si affinité, sur toute une saison, voire sur 2, 3, 4 saisons enchaînées. Et c'est une vraie question. Et si nous, on se pose la question, c'est évident que dans les bureaux à San Francisco, dans les bureaux du Levi's Stadium, ils se posent la question aussi. John Lynch, Kyle Shanahan, ils se posent la question. Et cette question, elle est très importante. Et elle va déterminer quand même le futur de la franchise. C'est sûr que tu peux pas partir au combat chaque année avec un quarterback dont tu n'es pas sûr à 100% qu'il pourra rester sur le terrain. Donc il y en a qui vont dire oui, mais dans ce cas-là, tu recrutes un très bon backup. Ça se fait, ça s'est vu. Pourquoi pas aller chercher un Jacoby Brissett? Pourquoi pas, comme on fait les Bears, pour d'autres raisons, aller chercher Nick Foles? Il y a cette possibilité. C'est vraiment pas la meilleure. C'est vraiment pas la meilleure. Le souci, c'est au-delà de cette question de disponibilité finalement, donc qui est quand même la première question et qui joue pas du tout en faveur de Jimmy Garoppolo. Il y a la question du niveau de Jimmy Garoppolo qui arrive en deuxième et qui pour moi est la question primordiale concernant l'avenir des Niners. Et c'est tout simplement Jimmy Garoppolo dans l'NFC West, qui est clairement la division la plus hard de la NFL. Est-ce que c'est pas le 4e meilleur quarterback de cette division? Est-ce que c'est pas moins bon que Jared Goff, moins bon que Kyler Murray, et bon, moins bon que Russell Wilson? Je vous pose même pas la question. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, parce que si on prend d'un point de vue palmarès, ce que j'aime pas trop faire avec les quarterbacks, parce que ça reste un sport d'équipe. Jared Goff, il est allé au Super Bowl. Ok, Jimmy G aussi. Russell Wilson, il a gagné un Super Bowl. Et il est allé à un autre Super Bowl. Ok, bon. Donc on peut dire que là-dessus, il est 3e. Ou 2e égalité. Mais sur le niveau, Russell Wilson est largement au-dessus. Jared Goff, sur qui je m'excite pas plus que ça, bien sûr. Mais pour moi, c'est quand même au-dessus. Et Kyler Murray, qui pour moi n'aurait pas dû être Rookie of the Year, pour moi c'était Gardner Minshew, contrairement à ce que peuvent dire les médias. Je suis désolé, pour moi c'était Gardner Minshew l'année dernière, le Rookie de l'année. J'ai pas été bluffé, j'ai pas été sur le cul du niveau de Kyler Murray l'année dernière. Je suis désolé, je le dis. Je sais que c'est une opinion à contre-courant. Qu'on est obligé de tous un peu se toucher la nouille sur Kyler Murray. Oui, je vois le potentiel du mec, clairement. Mais il y a aussi pas mal de moments dans les matchs d'Arizona où je me dis putain, il l'a pas vu le mec démarqué là-bas? Putain, il arrive pas à lui foutre dans les mains cette balle-là. Ah la vache. Ah merde, là il préfère courir que lancer. Ah. Merde. Donc clairement, Kyler Murray, il a l'air d'avoir un très bon potentiel et il peut devenir un top tier quarterback. Pour moi, il n'est pas encore là. Donc, il est un peu au même niveau que Garoppolo. Mais Garoppolo, il y a un vrai problème pour Garoppolo. Et c'est la précision des lancers. Putain, l'accuracy, quoi. Accuracy, comme ils disent en anglais. Et c'est la qualité numéro 1 chez le quarterback. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les quarterbacks de légende qui disent il y a un truc qu'il te faut pour percer en NFL, c'est être précis sur tes lancers. Je veux dire, Troy Aikman, il le rappelle chaque week-end aux commentaires. C'est bien simple. C'est la qualité numéro 1. C'est à un moment donné, t'as le game on the line et on te dit voilà, le coordinateur défensif, il va t'envoyer un blitz. T'as 2 secondes pour lancer la balle grand max et il faut que tu la mettes dans une tight window, faut vraiment que tu la mettes dans un panier, quoi.
Et si tu le fais pas, bah tu perds le match. Tout simplement. Et ça, Jimmy Garoppolo, il a vraiment des problèmes de précision au lancer. On l'avait vu pendant le Super Bowl, où il rate cette deep ball dans le 4e quart-temps pour Emmanuel Sanders. Et c'est sûr que s'il la place mieux, bah, potentiellement les Niners sont champions NFL, ni plus ni moins. Mais on le voit aussi sur plusieurs matchs, il y a vraiment des lancers. Putain, la vache, je parlais de Carson Wentz tout à l'heure, mais waouh, il y a vraiment des lancers. Le mec est à 10 yards démarqué, putain, mais fous-lui dans les mains. Fous-lui dans les mains. Si tu vises pas ses mains, tu vises son numéro et c'est bon, quoi. Et la balle, elle finit à 3-4 mètres. T'es là, waouh, mec. J'ai pas envie de dire que je ferais mieux, mais putain, il est pas là, quoi, dans la précision. Donc on a un mec qui est pas trop là dans la précision. Il a beaucoup de qualités, hein, Garoppolo. Je les ai pas cités pour l'instant, on est un peu sur le négatif, mais c'est évidemment un très bon leader qui a été formé à l'école Patriots. Donc c'est le leader que les coachs aiment bien avoir. C'est-à-dire que Cam Newton va y avoir beaucoup de swag, beaucoup de hype. Jimmy Garoppolo, il y a un petit peu de swag et beaucoup de leadership. Pour caricaturer, je dénigre pas Cam Newton qui en chie un peu cette année. Mais c'est un très bon leader. C'est un mec qui comprend bien le jeu. C'est un mec qui comprend le tempo d'une partie. C'est un mec qui sait changer sa ligne, qui sait changer ses formations en fonction de ce que propose la défense en face. Il a beaucoup de qualités, Jimmy Garoppolo. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu peux gagner un Super Bowl ? Est-ce que tu peux aller en playoff, gagner des matchs de playoff avec le 4e meilleur quarterback de ta division ? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu peux faire tout ça avec le 4e meilleur quarterback de ta division ? C'est compliqué. C'est-à-dire que dans ta division, donc, tu vas avoir 6 matchs. Donc tu as 6 matchs sur les 16 où tu commences le match avec le moins bon des quarterbacks sur le terrain. C'est-à-dire que tu joues les Cardinals, merde, on n'a pas le meilleur quarterback, on va les jouer 2 fois. Tu joues les Seahawks, merde, on n'a pas le meilleur quarterback, et de loin, et on va les jouer 2 fois. Merde, on joue les Rams, on n'a pas le meilleur quarterback, on les joue 2 fois. C'est chiant. C'est chiant. Alors maintenant, on l'a vu l'année dernière, les Niners, ils ont gagné chez les Seahawks. Je pense que quand tu as un quarterback de bon niveau, de niveau average minimum, tu peux, quoi qu'il arrive, si tu l'entoures bien, faire quelque chose et aller en playoff, voire au Super Bowl. Je veux dire, les Jaguars ont emmené Blake Bortles en finale de conférence. Quand même. Matt Ryan, qui est ultra décrié, que moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment un très bon quarterback. Matt Ryan, tu lui mettais un bon roster autour de lui, il allait en playoff. Tu lui as mis un super roster autour de lui avec un super coordinateur offensif, Kyle Shanahan, puisqu'on en parle, c'était lui à l'époque chez les Falcons sur la saison 2016. Bah, ils vont au Super Bowl, les mecs. Donc, les deux questions, elles sont pas rédhibitoires. Je veux dire, oui, Jimmy Garoppolo, visiblement, il a tendance à se blesser. Ça veut pas dire qu'il sera blessé toute sa vie. Oui, visiblement, Jimmy Garoppolo, c'est pas le meilleur quarterback de ta division. Ça veut pas dire pour autant que c'est une chèvre, et ça veut pas dire pour autant que tu peux pas aller en playoff, voire au Super Bowl avec lui. Donc, ils sont vraiment dans une situation tricky, les Niners, où ils disent, putain, merde, on est allé au Super Bowl avec ce gars-là, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est le max qu'on peut faire. Parce que, attention, faut quand même rester lucide sur ce qui s'est passé l'année dernière. Les Niners, ils avaient un roster de grands malades. Autant offensivement que défensivement. Tout a cliqué dans le bon sens. Enfin, de toute façon, on va pas refaire l'histoire de la NFL. Ceux qui pensent encore que ça se joue uniquement sur le quarterback, je suis désolé, Aaron Rodgers, il n'est pas au Super Bowl chaque année, considéré par certains comme le plus talentueux de l'histoire.
et ça s'entend fortement. Le mec a quand même un talent fou. Il n'est pas au Super Bowl chaque année. Drew Brees, il n'est pas au Super Bowl chaque année. Il n'est même pas en playoff chaque année. Je veux dire, à un moment donné, c'est un sport d'équipe. Donc, compliqué pour moi de juger les Niners sur cette saison où ils ont une multitude, j'allais dire une cascade de blessures qui empêchent tout raisonnement crédible finalement sur eux. C'est-à-dire que on est en train de juger quoi là ? L'équipe B des Niners ? C'est compliqué. Mais il y aura une grosse décision. Ce qui semble se dessiner, c'est que Garoppolo a pas forcément full soutien, autant que ce soit chez John Lynch que chez Shanahan, même si évidemment ils le diront jamais dans la presse. Mais bon, ils ont quand même tenté le coup, Tom Brady l'été dernier, hein, ça se sait. Est-ce qu'ils auront pas un assez mauvais record pour drafter un quarterback à la draft? Donc c'est quoi le projet finalement ? C'est quoi le projet ? Ça va être très compliqué, ça va être un truc à suivre. J'avais envie d'en parler parce que je veux dire, je suis comme tout le monde, je suis sur mon canapé et je critique, mais faut aussi se rendre compte de la saison dans laquelle ils sont embarqués les Niners. Et se dire que Jimmy Garoppolo, je sais pas, je trouve le jugement un peu hâtif sur le mec. Et j'aimerais bien lui donner une saison de plus. Voilà, tout simplement. Côté Packers, bon bah évidemment, on a déroulé. Hein, je pense qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas match. Ils sont à 6-2 les Packers, hein, pour toutes les critiques qu'ils prennent. Malheureusement, il y a ce même sentiment que l'année dernière. Il y a ce sentiment que face à des équipes physiques qui vont imposer le run et qui vont imposer leur physicalité contre les Packers, bah malheureusement, ça passe pas. On l'a vu la semaine dernière contre les Vikings. Putain, je veux dire, les Vikings. Dalvin Cook, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, 4 touchdowns. Hein. Contre les Vikings. Premier Vikings à avoir 4 touchdowns depuis les années 90, je crois. Même Randy Moss ne l'avait pas fait. J'ai été étonné. Donc il gagne avec 4 touchdowns de Dalvin Cook. Hein, donc 28 points pour Minnesota, 28 points pour Dalvin Cook. À un moment donné, Mike Zimmer, le coach des Vikings, il s'emmerdait même plus à faire semblant qu'ils allaient passer. Le mec annonçait très clairement on va faire un run. Je veux dire, tu regardais ta télé, tu disais putain, bah là ils vont run, clairement. Les mecs de Green Bay savaient que ça allait run en face, et ça passait mais comme dans du beurre. Ça passait comme dans du beurre. Donc il y a un vrai souci au niveau de la rush defense, et il y a un vrai souci contre les équipes physiques. Et ça, avec la météo qui va se dégrader, avec ce qu'on connaît, hein, la météo des playoffs, donc de la neige, etc., de la pluie, du froid, je veux dire, ne pas tenir la cadence contre les équipes physiques, ça peut très vite être un gros souci pour les Packers. Ça peut très vite être un gros souci pour les Packers. Ils sont à 6-2 et j'ai l'impression que c'est le même schéma que l'année dernière où ils ont fait 13-3. Et putain, ils sont arrivés en playoff. Mais si j'avais pu parier ma maison, si j'avais les moyens de parier ma maison sur les Niners contre les Packers l'année dernière, mais je l'aurais fait. J'ai rarement vu une équipe à 13-3 aussi fake, aussi faussement forte que les Packers l'année dernière, pardon. Alors les mecs, bien sûr, ils ont Aaron Rodgers au quarterback, donc bah c'est génial. Hein. C'est-à-dire que, à part peut-être les Chiefs et les Seahawks et les Bucks, parce qu'on va pas commencer à cracher sur Brady, bah dans chaque match, t'arrives et t'as le meilleur quarterback sur le terrain, ou presque. Même si je suis pas un disciple absolu d'Aaron Rodgers. Je trouve qu'il manque cruellement de leadership par moment. Je veux dire, il y a un body language qui est terrible. Il lève les yeux au ciel, il en a marre. Il y a un manque de leadership pour moi et de toute façon ça se voit. Il faut quand même savoir que Aaron Rodgers, il a quand même la stat incroyable. Quand il est mené, dans toute sa carrière, hein, quand il est mené dans un match, il a moins de 50% de victoire.
S'il est mené à n'importe quel moment du match, il est à moins de 50% de victoire. Aaron fucking Rodgers. Aaron Rodgers, quoi. Double MVP. MVP du Super Bowl. Enfin, et le mec, quand il est mené, putain, à moins de 50% du temps, il gagne. Je dis pas, c'est pas mené de touchdown, hein. Non. S'il est mené de 3 points dans le match à un moment donné, bah, il a moins de 50% de gagné. Bon petit tips au passage pour ceux qui aiment parier en live contre Green Bay. C'est quand même fou. Et on l'a vu cette année, les 2 défaites des Packers, il est mené rideau. Et il prend pas assez de risques. Et c'est terrible. Alors bien sûr, on va pas tirer la sonnette d'alarme chez Green Bay. Je veux dire, les mecs sont à 6 victoires de défaite. Tout va bien. A priori, tout va bien. Pas beaucoup d'enseignements à tirer du match d'hier, si ce n'est que Aaron Jones fait toujours le taf, Davante Adams fait toujours le taf. On verra au niveau de la trade deadline. Il y en avait beaucoup qui réclamaient un receveur à Green Bay, ça s'est pas fait. Il y avait des discussions autour de Will Fuller des Texans, et finalement ils n'ont pas bougé, sûrement parce que les Texans demandaient aussi beaucoup, et puis que Will Fuller c'est pas un bust, mais ça reste un receveur NFL un peu énigmatique, capable du meilleur comme du pire. Ce qui se dit, c'est qu'apparemment chez les Packers ils attendent beaucoup du retour d'Allen Lazard, qui faisait un bon début de saison, qui a une bonne tête de bon receveur numéro 2. Personnellement, je pense que c'est plus un receveur numéro 3, et si tu peux avoir quelqu'un, un vrai receveur numéro 2, derrière Davante Adams, type Emmanuel Sanders, hein, comme on fait les Saints, qui ont mis Emmanuel Sanders derrière Michael Thomas, ça peut être un vrai plus pour les Packers. Maintenant, voilà, il y en a beaucoup qui se plaignent à Green Bay, qui disent oui, le management n'a pas su entourer Aaron Rodgers. Je suis désolé les gars, il a un des top running backs de la ligue. Il a un des top receveurs. Il a Robert Tonyan, qui est un tight end qui est en train d'émerger, qui est pas dégueu. Et il y a un petit groupe de receveurs derrière, Allen Lazard, Marquez Valdes-Scantling, qui est pas deg. Alors bien sûr, on peut toujours se poser la question, est-ce que si ces mecs-là jouaient avec quelqu'un d'autre qu'Aaron Rodgers, ils seraient aussi performants ? La réponse est sûrement non. Mais enfin, pour Green Bay, voilà, moi j'ai quand même cette inquiétude où j'ai l'impression que c'est comme l'année dernière, c'est une équipe vraiment qu'on pourrait dire de finesse, et qui risque d'avoir du mal contre des équipes qui pratiquent ce qu'on appelle le smash mouth football, donc du football un peu old school, où les mecs vont enchaîner les runs, vont jouer sur la physicalité, et c'est quelque chose où Green Bay a du mal. Dans les points positifs, le réveil du pass rush de Green Bay la nuit dernière, Preston Smith qui s'est réveillé, ça y est, fallait qu'il lance sa saison, hein. Zadarius Smith, lui qui était globalement au niveau, peut-être un peu moins bon que l'année dernière, mais qui tenait quand même son rang. Il y avait surtout des doutes sur Preston Smith, et je trouve qu'il a fait une superbe partie. Je crois qu'il chope un sac au passage. Donc du positif là-dessus. Je pense que Green Bay, de toute façon, on va les juger sur les gros matchs qui se profilent pour eux. Ce sera pas contre les Jaguars la semaine prochaine, mais on verra, ne serait-ce que dans leur division. On les a vus un peu galérer contre les Vikings. Je pense pas que ce sera les Lions qui leur poseront des problèmes, mais j'ai hâte de les voir contre la défense des Bears par exemple, qui est quand même une des top défenses. J'ai vraiment hâte de voir ce match, et je pense qu'on aura une vision plus claire de ce dont est capable Green Bay cette année, une fois qu'ils auront joué les Bears. Faut quand même savoir, enfin, je trouve perso que la conférence NFC cette année est assez ouverte, parce qu'on a certes des Seahawks qui jouent extrêmement bien en attaque, qui sont dans la foulée de leur quarterback Russ Wilson, qui finalement joue au niveau qui a toujours été le sien, mais enfin dans le sens où pour moi il a toujours été un candidat MVP depuis sa 2e saison. Il est candidat MVP chaque année, c'est une honte. Ce mec-là n'a jamais reçu
le moindre vote MVP. Il est à 0 vote en carrière pour être MVP. Je crois que ça va changer cette année. Mais il y a des gros soucis en défense. Les Bucks, ils sont dans une division très compliquée où il y aura les Saints à jouer. Ça va être un énorme match d'ailleurs qu'on va suivre dès cette semaine. C'est le gros match du dimanche. Donc il y a un coup à jouer pour moi pour les Packers. Il y a un coup à jouer. Il n'y aura pas vraiment d'avantage du terrain cette année, parce que ça se joue plus ou moins à huis clos ou à 12%, 25% de capacité du stade. Et en tout cas, il n'y a pas de spectateurs pour l'instant à Lambeau Field. Il n'y a pas de spectateurs chez les Packers. Je ne sais pas pourquoi. Faudra que je me renseigne là-dessus. J'avoue que j'ai pas les infos au niveau Covid. Par exemple, les Chiefs ont des supporters dans le stade depuis le début de la saison. J'ai vu plusieurs équipes qui petit à petit maintenant ont le droit d'avoir des supporters. C'est pas le cas chez les Packers. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être une question de mesures prises dans chaque État. Enfin, pour les Packers, il y a un coup à jouer. Je pense pas qu'il y ait de grands enseignements à tirer du match contre les Niners d'hier. Je pense pas qu'il y ait de grands enseignements non plus à tirer du match contre les Jaguars la semaine pro. J'attends de les voir contre des grosses défenses. J'attends de les voir contre des équipes qui sont des running teams parce que on l'a vu contre les Niners, contre les Bucks, ça a foiré. On l'a vu contre les Vikings, ça a foiré. Donc voilà, je les attends au tournant là-dessus. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, ils sont à 6-2, s'ils finissent à 12-4, ils sont a priori first seed ou second seed dans la NFC, donc tout va bien. Voilà, donc ça c'était un peu pour le récap du match d'hier. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que ce soit YouTube ou sur les autres plateformes, ou sur Insta, Twitter, etc. Voilà, je pense qu'il y avait plus de questions à se poser sur les Niners, bizarrement, même si c'est eux qui ont perdu. Il y a des grosses questions concernant l'avenir de cette franchise et bien sûr l'avenir de leur quarterback. Voilà. Moi je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Je suis de l'avis en effet que Garoppolo est un mec qui est un quarterback plutôt average que top quarterback. Maintenant il peut encore progresser et je pense pas par contre qu'il sera blessé toute sa vie. Je pense pas qu'il faille en faire tout un pataquès là-dessus. Voilà, j'attends vos avis. Et puis, bien sûr, Packers Nation. On sait qu'ils sont très, très présents partout dans le monde et en France aussi. Est-ce que vous êtes confiants ? Je sais pas, c'est compliqué pour les fans des Packers cette année de se faire une idée du niveau de leur équipe. Parce que, voilà, on est sur une équipe qui est arrivée à 13 victoires, 3 défaites en play-off l'année dernière, qui s'est fait éclater par les Niners en finale de conf l'année dernière. Et qui visiblement a toujours les mêmes soucis cette année. À voir. Vraiment, j'attends de voir comment Matt LaFleur aussi va réagir, parce qu'on a souvent tendance à tout mettre sur les épaules d'Aaron Rodgers. Je pense que le coach aussi a son mot à dire, et particulièrement Mike Pettin, le coordinateur défensif. On sait que c'est un peu son péché mignon, la rush defense, et voilà, je l'attends un peu au tournant. On va parler un peu des autres matchs. Je vois que ça fait déjà quasiment 40 minutes qu'on est sur Packers Niners. En même temps, c'était tout chaud, ça sort tout juste d'hier soir. Alors, on va commencer par le gros match que tout le monde attend, que tout le monde va regarder ce week-end. Je parle bien sûr des Giants qui se déplacent à Washington. Trollilol, MDR. Non, sans déconner, il y a des choses à dire sur les Giants et sur la football team, puisque c'est plus les Redskins maintenant, c'est la football team de Washington. Il y a vraiment des choses à dire. Moi, j'avais été très énervé par cette décision de Ron Rivera de go for two à la fin du premier match contre les Giants. Je veux dire, putain, merde. Reprenons le contexte. On est dans la division la plus pourrie de la NFL. La pire division peut-être ever. Les Cowboys, c'est fini, ciao. Je veux dire, les mecs jouent avec le troisième quarterback. Ils ont une des pires défenses all-time, non seulement de leur franchise, mais de la ligue. On est sur du all-time, là, c'est horrible. J'ai du mal à les voir gagner un match de plus.
On a les Giants qui galèrent avec Daniel Jones, qui sont sur un très mauvais début de saison, qui a priori vont pas jouer les playoffs. Et t'as une équipe de Philly qui est décimée par les blessures. T'es Washington, tu galères, t'es pas allé en playoffs depuis je sais pas combien d'années, depuis l'époque de Robert Griffin, je pense. Ouais, c'est ça. Ah non, Kirk Cousins a dû y aller une fois. Kirk Cousins a dû y aller une fois, je pense. Pas sûr. À voir. À vérifier. L'année où il pète Green Bay en sortant un énorme match. Je parle pas en playoff, mais je parle en saison régulière. À vérifier. Enfin, t'es en galère. Ron Rivera, j'adore le fait qu'ils aient pris Ron Rivera. Je pense que c'est vraiment le mec qu'il faut dans cette situation. Il faut rappeler quand même que Washington, c'est le bordel depuis des années. Et Ron Rivera, c'est vraiment, je crois que ça se voit à la gueule, c'est un mec, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour taffer. Il sait mettre en place une franchise, il l'a fait dans un petit marché chez les Panthers, il peut complètement le faire chez Washington. Mais je veux dire, à l'époque, ils avaient une victoire, t'es Washington, putain, c'était pour passer en tête de la division, ils décident de tenter la conversion à 2 points sur le dernier play du match plutôt que de partir en overtime contre les Giants. Mais allô, putain, t'as l'occasion de prendre la lead dans une division qui est pourrie. Faut pas croire, hein, Washington a 2 victoires, 5 défaites, ils sont encore dans la course pour gagner la division. Qu'on se le mette dans la tête. On est peut-être sur une division qui va se gagner à 6 victoires. C'est horrible, ça donne envie de vomir. Ça donne envie de repenser le système des playoffs. Bon, c'est comme ça. Ça marche par division. Ça fait des années de toute façon que cette division, elle est pourrie. Qu'il y a un niveau de merde. On va pas se mentir. Je suis désolé pour les fans des Cowboys. Je suis désolé pour les fans des Eagles. À part la saison où ils ont été foufous et ils ont été champions NFL. Putain, le niveau global est terrible. Waouh! Le niveau est vraiment terrible. Enfin bref, donc voilà, ça c'est juste pour dire, j'avais pas lancé le podcast à l'époque, mais ça m'avait vraiment énervé de voir Ron Rivera prendre cette décision. On le surnomme Riverboat Ron, donc en gros ça veut dire un peu Ron le gambler, quoi, le joueur de poker, on pourrait dire, putain, mec, va en prolongation contre les Giants. Je veux dire, enfin... C'est quoi? T'as pas envie c'est impossible pour toi de gagner en prolong contre les Giants? Faut pas déconner. Enfin bon, bref. Ça c'était pour le premier match. Donc on est sur la revanche. L'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on est potentiellement sur 2 équipes qui ont les yeux rivés sur la draft et qui se disent putain, si les Jets chopent une victoire, ce serait bon délire parce que moi je me verrais bien choper Trevor Lawrence. Faut quand même préciser qu'on est sur une année donc où il y a Trevor Lawrence qui va débarquer au poste de quarterback dans la draft. Les experts parlent de Trevor Lawrence comme on parlait d'Andrew Luck à l'époque. On est sur le meilleur prospect jamais vu depuis Andrew Luck. Il obtient les mêmes notes, parfois même des meilleures, qu'Andrew Luck en 2012. Sachant qu'Andrew Luck en 2012, on l'annonçait comme le meilleur prospect jamais vu depuis John Elway. En 83-84. Donc, il y a un quarterback générationnel, un talent mutanesque qui débarque cette année, et on a Washington qui a 2 victoires, les Giants qui ont 1 victoire. Néanmoins, les Giants, ils s'améliorent de semaine en semaine. C'est vraiment le truc que j'aime bien avec cette équipe cette année. J'ai l'impression qu'ils vont faire partie de ces rares équipes qui ont pris un disciple de Bill Belichick, en l'occurrence Joe Judge, qui était coach spécialiste, qui s'occupait des special teams. Et ça a l'air de bien marcher. Alors, ils sont à 1 victoire, 7 défaites, hein, donc bien marcher, c'est relatif. Hein. Mais ils s'améliorent de semaine en semaine. Leur défense est legit, elle est vraiment legit, leur défense. Il y a du très bon. Ils ont recruté en free agency le petit James Bradbury des Panthers, le cornerback, super recrutement. Il lâche une super saison. Vraiment top recrutement. J'aime beaucoup leur backfield. Eux qui ont galéré pendant des années avec Eli Apple notamment. Ils sont Leonard Williams devant qui mène une petite front line, une petite defensive line, pas dégueu du tout. Et si on regarde la défense des Giants, au niveau des points, elle est en place, hein. Elle est en place et ça progresse de semaine en semaine. Concernant l'attaque,
toute la question repose sur Daniel Jones. Moi, je vais être très clair de ce que je vois de Daniel Jones pour l'instant cette année. En fait, comment dire, j'ai pas envie d'être trop sévère avec ce mec. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que y a des gars, Mitch Trubisky, je l'ai vu débarquer en NFL. Au bout de 3 matchs, j'ai dit c'est mort. Vraiment. Vraiment, au bout de 3 matchs, j'ai dit c'est mort. Ça a été mon combat pendant 3 ans auprès de mes potes de dire les gars, Mitch Trubisky, c'est une chèvre. Voilà, je suis désolé, c'est facile à dire depuis le canapé, mais c'est une chèvre, c'est pas un franchise quarterback. Quand il a chopé son Pro Bowl, puisque oui, Mitch Trubisky est allé au Pro Bowl, c'est vous dire ce que je pense du Pro Bowl. Évidemment, il y est allé, à la base il était remplaçant. Il faisait pas partie des 3 quarterbacks titulaires de la NFC pour le Pro Bowl, faut pas déconner. Mais enfin, il a quand même un Pro Bowl sur son résumé. Ça en dit long sur le Pro Bowl. Bref, c'est un autre débat qu'on aura peut-être une fois sur le Pro Bowl. Je m'intéresse plus au All Pro, personnellement. En tout cas, au poste de quarterback, pour moi, le Pro Bowl, ça veut pas dire grand-chose. Bref. J'ai vu Mitch Trubisky débarquer. Au bout de 3 matchs, j'ai dit, bon, il a l'air vraiment pas ouf. Je le sens pas du tout. Au bout d'une saison, j'ai dit, ok les gars, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Ce n'est pas le quarterback de l'avenir de Chicago. Et Daniel Jones... Franchement, il y a beaucoup de moments où il me fait penser à Mitch Trubisky. Je veux dire, même carrure physique, mais je sais quand même courir alors que je suis un petit baptou. Mais à la différence de Trubisky, il y a toujours, à chaque match qu'il lâche, il y a toujours 2 ou 3 lancers où je me dis waouh, là il vient de faire un lancer top qualité. Là il vient de faire un truc de top quarterback. Bravo. Et vraiment. À chaque match que je regarde des Giants, il y a vraiment 2-3 moments où je me dis oh putain, waouh, fort le lancer qu'il vient de lâcher là, dans le corner de la end zone là, juste là où il faut, putain, avec le bon timing, bravo. Je pensais pas qu'il avait des qualités athlétiques aussi fortes, qu'il savait courir comme ça, c'est toujours un plus. Maintenant, moi, je préfère largement les quarterbacks, les pocket passeurs, comme on dit, même si on tend de plus en plus vers des mecs qui ont des qualités athlétiques. Pour moi, le poste de quarterback, il se joue au niveau du lancer, ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. On est en train de le voir cette année avec Lamar Jackson, on en parlera tout à l'heure. Mais enfin, les Giants, il y a du bon. On va pas en parler 1000 ans parce que l'idée, c'est pas de faire un podcast de 4 heures non plus. Donc je me suis un peu trop attardé peut-être sur les Packers et les Niners, donc je vais essayer d'avancer un peu. Mais enfin, il y a du bon. Je tire pas une croix sur Daniel Jones. Il est évident que si les Giants continuent à perdre et qu'ils sont en position de drafter Trevor Lawrence l'année prochaine, enfin la prochaine draft, ils le font. Voilà, ils le font. Je suis pas en train de dire que les mecs, ils ont trouvé leur franchise... chez Daniel Jones, c'est pas le cas. Faut quand même rappeler qu'il sortait de très mauvaises années d'Eli Manning. Désolé pour les fans d'Eli, mais enfin la fin de carrière d'Eli Manning, c'était quand même horrible. Donc on est sur une franchise qui part de loin. J'ai l'impression que ce que fait Joe Judge a du sens, que ça progresse en défense, qu'en attaque, il y a Saquon Barkley qui est blessé. Perso, je suis pas un énorme fan de Saquon Barkley. Je pense que c'est un bon running back. Je ne suis pas émerveillé comme semblent l'être tous les médias autour de Saquon Barkley. Je veux dire, pour moi, il y a beaucoup d'autres running backs qui ont son niveau ou mieux. Je suis désolé, et les stats le montrent. Je suis désolé. Maintenant, ça reste quand même un atout non négligeable. C'est un top joueur, Saquon Barkley. Il est blessé pour la saison, c'est très chiant. Surtout quand tu essaies de développer un quarterback, c'est toujours bien qu'il ait un running back pour l'aider. Ça, c'est quand même connu depuis la nuit des temps. Leur groupe de receveurs est pas dégueu. Sterling Shepard, Evan Ingram, Darius Slayton, c'est pas dégueu. Il manque un receveur numéro 1. Je suis les Giants et je pense que c'est leur cas aujourd'hui. Je pense qu'ils sont plus dans l'optique de se dire ok, on continue à faire progresser Daniel Jones, on va l'aider l'année prochaine, on va soit lui drafter un top receiver, soit faire comme on fait les Bills avec Josh Allen, ou quand ils sont allés chercher Stefon Diggs, on va aller chercher un receveur numéro 1,
Et comme ça, il aura une vraie bonne attaque à sa disposition, une vraie bonne défense pour l'aider. Et là, on pourra vraiment juger Daniel Jones sur sa 3e année. Je pense que c'est le plan. S'il continue à perdre, évidemment, comme toutes les équipes, je veux dire, enfin, limite même les Texans regarderaient Trevor Lawrence. Et se poseraient la question, putain, qu'est-ce qu'on fait ? En l'occurrence, ils n'ont pas à se poser la question, parce que merci Bill O'Brien, le premier pick des Texans, il n'est pas chez les Texans cette année. Voilà, bravo. Et merci d'avoir trade DeAndre Hopkins, Billou. Bien joué. Non, le pick des Texans, il est chez les Dolphins. C'était lors de l'échange avec Laramie Tunsil, qui au passage est un très bon joueur. Hein, donc je dis pas que les Texans ont perdu ce trade, parce qu'ils ont chopé leur left tackle pour le reste de la carrière de Deshaun Watson. C'est un vrai plus. Enfin, pour revenir aux Giants, voilà, je pense pas qu'ils soient dans l'optique, comme certaines équipes, de commencer déjà à regarder la draft et de se dire « Oh putain, si on se met à tout perdre, hello les Jaguars, hello les Jets, si on se met à tout perdre, peut-être qu'on chope Trevor Lawrence et qu'on relance la franchise. » Je pense pas qu'ils soient dans cette optique-là. Moi, je vois vraiment du mieux, et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été aussi encourageant pour les Giants que suite à leur défaite contre les Bucks. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, et c'est vraiment une équipe, et ça me surprend de dire ça des Giants parce que ça faisait pas mal d'années que j'avais pas dit ça. C'est vraiment une équipe que je vais me mettre à suivre, quoi, où je vais vraiment avoir un focus dessus, parce que je trouve qu'ils sont en train de construire quelque chose. À voir. Concernant Washington, putain, la division elle est encore possible. Ça va paraître bizarre de dire ça, mais avec Kyle Allen en quarterback, bah, est-ce que t'es vraiment large en dessous d'un Daniel Jones ? Je sais pas, je pense pas. Est-ce que t'es vraiment large en dessous de Carson Wentz cette année ? Je précise cette année, parce que je sais que les fans de Philly vont me chier à la gueule si je dis que Carson Wentz c'est vraiment pas bon, et je suis désolé, moi je le trouve extrêmement surcoté. C'est encore autre chose. Et est-ce qu'avec Kyle Allen, t'es moins bon que Ben DiNucci des Cowboys ou Andy Dalton ? Bon, bah là, je crois que la réponse, elle est toute vue. Donc pour moi, Washington joue encore la victoire dans cette division. Et c'est vraiment quelque chose que je vais suivre. Ils ont une super défense, il y a une super defensive line, un super front seven qui a été mis en place. Ça marche très bien. Par contre, en attaque, waouh. Putain, c'est le désert, quoi. C'est le désert. L'attaque des Redskins, donc maintenant, il faut dire de la football team. L'attaque de Washington. Oh, putain, la vache. Ah non, c'est chaud, là. C'est chaud. C'est-à-dire que t'as Terry McLaurin, superbe trouvaille. Hein. Mais le pauvre, il est en galère, faut l'aider. C'est pas possible. Oh là là. Il n'y a pas de tight end. Le running back, c'est Antonio Gibson. Alors... J'adore, belle histoire, non drafté, nanana. Enfin, putain, c'est pas top level non plus. Il y a rien, quoi. Il y a rien. Ouais, il y a une ligne offensive qui est pas dégueu. Avec Brandon Scherf. Je crois qu'il s'est blessé en plus. Brandon Scherf. Non, corrigez-moi si je dis de la merde. Je vais regarder en direct. Brandon Scherf. Est-ce qu'il est blessé, Brandon Scherf ? Ouais, il est sur Injured Reserve, malheureusement. C'est un bon joueur. Hein. Donc, il y a du bon à Washington. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Il y a pas que du mauvais. Mais, putain, en attaque, c'est compliqué. Ah, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Mais bon, j'avais vraiment été énervé, moi, par la décision de Rivera de pas vouloir jouer l'overtime contre les Giants. Il a l'occasion, ce week-end, de corriger ça et de remettre Washington sur les rails. Je veux dire, les Eagles sont pas loin. Les Eagles, ils ont 3 ou 4 victoires, je crois. Enfin, je veux dire, c'est jouable. C'est vraiment jouable. Donc voilà. C'est pas le match, je pense, qui attirera les foules ce week-end. C'est pas le match sur lequel vous allez vous exciter. Mais je vous invite à faire un petit focus sur ces Giants qui sont vraiment en train de construire quelque chose.
Je regarde vraiment de très près Daniel Jones parce que il y a vraiment 2 ou 3 lancers par match où je me dis waouh, putain, ça c'est top quarterback, c'est vraiment encourageant. Après, je vous rassure, il y a aussi énormément d'erreurs, quoi. Il s'accroche beaucoup trop au ballon. Là, le match contre les Bucks, c'est terrible. Sur la dernière action, sur la conversion à 2 points, il est en retard sur le lancer pour Slayton. Il la donne beaucoup trop tard. S'il la donne plus tôt, on part en prolongation et c'est peut-être pas le même résultat. Donc il y a quand même beaucoup d'erreurs, hein, encore de Daniel Jones. Je crois que c'est lui qui a le plus d'interceptions quasiment avec Carson Wentz. En tout cas, c'est lui qui a le deuxième plus gros nombre de turnovers cette année. Donc, mais ça, à la limite, on peut dire bon, bah c'est propre à un rookie, c'est propre à un mec de deuxième année. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis super indulgent avec ce mec, alors que je peux être très sévère avec d'autres. Mais voilà, j'ai envie d'être encourageant par cette équipe des Giants qui semble s'améliorer de semaine en semaine et je leur prédis en tout cas quelques victoires à venir au niveau du calendrier. Je bois un petit coup quand même. Bears contre Titan, on peut enchaîner. Chicago contre Tennessee. J'ai été tellement emballé par ce début de saison de Tennessee. J'adore la story de Ryan Tannehill. À un moment donné, il va falloir remettre l'église au centre du village, comme on dit. Ryan Tannehill a le meilleur passeur rating l'année dernière. Ryan Tannehill a un passeur rating cette année, je crois, aux alentours de 110 ou 115. Quand même. Donc, on est sur une story, moi, que je trouve géniale, parce que c'est vraiment un mec sur qui on comptait plus. En tout cas, moi, j'ai toujours bien aimé Ryan Tannehill, mais à aucun moment de ma vie de fan de NFL, j'ai regardé les Dolphins de Tannehill en me disant ah putain, ah ouais, c'est vraiment la franchise qui est en train de le niquer, puisque waouh, ce mec-là, il a vraiment du talent. Jamais j'ai pensé ça. Oui, je me suis dit, ok, il est pas mauvais, et clairement, il est très mal entouré à Miami. Putain, le mec a quand même connu Joe Philbin. Hein. C'est pas évident, hein. Joe Philbin en coach, je vous laisse regarder l'époque Joe Philbin, l'époque Dolphins sous Joe Philbin. Oh la vache, c'était dur. On lui a changé 3 fois de coordinateur offensif, enfin... Il a eu des bâtons dans les roues chez les Dolphins, Ryan Tannehill. Faut pas l'oublier. Mais ce qu'il fait chez les Titans l'année dernière, c'est exceptionnel. Ceux qui disent que l'équipe dépend uniquement de Derrick Henry, je suis désolé, c'est faux. Tu mets cette même équipe avec un mauvais quarterback, mais les gars, ils sont en galère. C'est la NFL. Je veux dire, depuis le début de ce podcast, je dis c'est un sport collectif, mais à un moment donné, ça se joue aussi sur le quarterback. Et il se trouve que, je suis désolé, je sais pas pourquoi ça fait saigner du nez certains quand on dit ça, mais Ryan Tannehill est un top quarterback de la NFL. Je suis désolé, il est... Putain, ça fait flipper de le dire, mais il est top 5 quarterback depuis 1 an, quoi. Ryan Tannehill, quoi. C'est énorme. Le mec joue à un niveau fou. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, la défaite contre les Titans, ça se joue à rien, ça se joue à un poil de cul. Ils auraient très bien pu la gagner. C'était un super match. On avait vraiment l'impression d'être en play-off. Top. Vraiment génial. La semaine dernière contre les Bengals, j'ai pas compris. Alors, certes, les Bengals, ils sont super encourageants. Joe Burrow, qui est en train de faire fermer beaucoup de bouches, parce qu'il y a beaucoup de bouches qui s'étaient ouvertes sur Joe Burrow. Genre, ouais, on en fait trop, on le compare à Joe Montana, personne n'avait fait ça. En vrai, c'est un Tony Romo du pauvre. Bah, Joe Burrow, il défonce. Il défonce le game. Il a un niveau de porc pour un rookie. Il est vraiment impressionnant. Moi, j'adore ce qu'il produit, j'adore vraiment ce qu'il propose. En plus, on le met vraiment dans des conditions où on lui dit bah, c'est simple, mec, tu vas lancer la balle 70 fois dans le match. Je rigole à peine, quoi, parce que c'est limite la vérité. Et bon, ils se sont pris les pieds dans le tapis, les Titans. Ce qui fait qu'en fait, ce match contre Chicago arrive vraiment à un point nommé, parce que là, on est sur 2 équipes
Les Titans, on pensait qu'ils étaient vraiment forts et on commence à se poser des questions. Les Bears, ils avaient un super record, ils étaient 5-1, mais on se posait des questions en mode putain, est-ce qu'ils sont vraiment forts? Et ça fait 2 défaites de suite contre des adversaires a priori supérieurs. Chicago à Tennessee, alors là, c'est vraiment le match. Ok, c'est laquelle des deux équipes qui est l'équipe un peu fake en fait? C'est un peu la question de ce match pour moi. Laquelle de ces deux équipes est un peu une fake bonne équipe? Ce que je pense des Bears, je pense qu'il y a une super bonne défense. Bravo, chapeau à Chuck Pagano, qui de toute façon a prouvé depuis plusieurs années que c'était un super coach défensif. Je ne serais pas étonné de le voir trouver un job de head coach dans les années qui suivent s'il continue. Faut quand même préciser qu'évidemment, il a du super matos à disposition. On a enfin le grand retour du grand Khalil Mack. Moi, j'adore ce joueur. C'est vraiment un joueur impressionnant. Enfin, c'est un des tout meilleurs joueurs de la NFL. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Il est super bien aidé par une défense qui vraiment... c'est un peu rebuild au niveau du secondary. Moi, j'aime beaucoup l'addition de Jalen Johnson, que je trouve extrêmement fort. Hakeem Hicks est de retour à un très bon niveau à l'intérieur. Le problème de Chicago, c'est que ça suit pas trop en attaque. Ça suit pas trop en attaque. Moi, j'aime beaucoup leur groupe de receveurs. J'aime beaucoup Allen Robinson. Je suis vraiment un fan d'Allen Robinson. Depuis l'époque Jaguars, j'ai jamais compris le move des Jaguars de l'avoir lâché. Je comprenais pas. Je me souviens à l'époque, les Jaguars qui étaient là, oui, mais on mise beaucoup sur Dede Westbrook. Quoi? Quoi? Hein? Sur Marquise Lee. J'étais là, mais les gars, vous vous souvenez de cette époque des Jaguars de 2017 où ils avaient genre plein de receveurs qui étaient pas dégueux, mais surtout un receveur qui était très fort, c'est Allen Robinson, les gars, faut le payer. Enfin bon, bref, il a fini à Chicago, il est super fort. Il y a Anthony Miller qui est derrière, qui fait plutôt le taf. Voilà, les Bears, ils ont compris que Mitch Trubisky, ils se sont foirés. Voilà. Ça arrive, c'est un des plus grands busts de l'histoire de la NFL. Et je pèse mes mots en disant, je suis bien conscient de ce que je suis en train de dire. Oui, Mitch Trubisky est un des plus gros busts de l'histoire de la NFL. Voilà, t'es Ryan Pace, t'es GM des Bears, t'avais le choix entre Trubisky, Mahomes, Watson, t'as pris Trubisky. Bon, voilà. Tu t'es foiré dans les grandes largeurs. C'est un peu facile de dire ça aujourd'hui dans le sens où il n'y avait pas grand monde à part les Chiefs et il y avait les Saints qui étaient dessus aussi, qui avaient prévu que Patrick Mahomes aurait tout simplement un niveau de GOAT dès sa première année. Il y avait à l'époque des doutes sur Deshaun Watson alors qu'il avait défoncé le game avec Clemson au college. Donc faut pas non plus... parce que tout le monde est là, oui, putain, comment il a pu prendre Trubisky au lieu de Mahomes et Watson. Oui, c'est une énorme erreur. C'est un fail total. Et c'est évident que les mecs de Chicago, putain, à chaque fois qu'ils vont jouer Watson ou Mahomes, ils vont se dire, waouh, le gars pourrait être chez nous, quoi. Le gars pourrait être chez nous. Et autant, je trouve que souvent, on a tendance à trop penser que les joueurs NFL, et particulièrement des quarterbacks, sont des plug and play, comme on dit. C'est-à-dire que, mais si lui tu le mets dans cette équipe, c'est sûr que ça va marcher. Non. On le voit avec Tannehill, le mec, il a joué pendant 6 ans aux Dolphins, il a galéré, tu le mets dans une situation totalement différente aux Titans, il dégomme le game. Génial. Trubisky, par rapport à Mahomes et Watson, oui, Mahomes et Watson, ça aurait marché chez les Bears. Ça aurait marché. C'est un autre débat, le débat Trubisky, on en parlera une autre fois. Mais enfin, ils ont fait le choix très clair cette année, ok, on a merdé, on a pris Trubisky, il n'a pas le niveau, on part sur Nick Foles. Pour l'instant, le bilan, il est plus que mitigé. Nick Foles, c'est une interception lors de ses 6 derniers matchs. Pas évident. Nick Foles, faut aussi se souvenir de ça, c'est un passeur qui est très streaky. C'est vraiment la définition du passeur streaky, c'est-à-dire que Nick Foles, il est capable de t'enchaîner 20 completions de suite.
comme il est capable de t'enchaîner 10 lancers foirés de suite. C'est Nick Foles. Il est comme ça. Il est capable de faire une saison comme il avait fait chez les Eagles à 27 touchdowns, 2 interceptions. Et enchaîner derrière par une saison horrible chez les Rams où je crois qu'il a plus d'interceptions que de touchdowns, où il fait 15-13, un truc dans le genre, un truc vraiment pas beau. C'est Nick Foles. Voilà, on le sait. Je pense quand même que c'est un upgrade par rapport à Trubisky. Je pense, et on le voit dans les fins de match, que c'est un mec qui a l'expérience, que c'est un mec qui sait être un leader, qui sait mener une équipe. Est-ce que ça va marcher sur long terme ? J'en suis pas sûr. Mais c'est ce qui fait la beauté de Nick Foles, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Je veux dire, que les Bears se fassent taper par les Titans comme ce qui est censé se passer, on va pas se mentir, ce week-end. Bien que la défense des Bears soit quand même très très bonne, elle a un petit souci contre le rush et ils affrontent Derrick Henry. Donc pas évident. Que les Bears se fassent défoncer, ou perdent en tout cas, plutôt que se faire défoncer, ce serait pas surprenant. Mais maintenant, tu me dis, ouais, dimanche, Nick Foles, il va lancer 4 touchdowns pour 0 interception et il va complètement démonter le secondary, le backfield des Titans. Mais je te dis, ok, ouais, je te crois, complet. C'est toute la beauté de Nick Foles. Et c'est pour ça que pour moi, ce match, il est très compliqué à pronostiquer. Franchement, balancez vos pronostics sur Chicago contre Tennessee parce que c'est vraiment une opposition ultra intéressante, je trouve, sur cette journée. Clairement, dans les matchs qui démarrent à 1h heure locale, donc chez nous c'est 18 ou 19 je crois, 19h, puisqu'on a changé d'heure, hein, on est passé à l'heure d'hiver, c'est pour ça que je sais plus. Ça va être clairement le match que je vais suivre, avec Seahawks Bills quand même, sûrement. Mais c'est un match super intéressant et je pense que vraiment ça va en dire long sur le potentiel et la suite de la saison de chaque équipe. Je pense que c'est vraiment un super test pour les deux équipes. Je l'ai dit, Nick Foles, il est streaky. Et Nick Foles, si tu lui laisses du temps dans la pocket, putain, il peut te démonter. Et c'est quoi le problème des Titans cette année ? C'est qu'ils n'ont pas de pass rush. Ils n'arrivent pas à aller choper le quarterback adverse. Donc, je pense que ça peut être assez favorable à Nick Foles. Maintenant, attention, les Titans, quand ils se mettent en ordre de marche, et là, ils viennent de se prendre 2 défaites, donc je pense que Mike Vrabel, il a dû gueuler comme Jaja. Ça peut faire très mal. Donc, les deux, finalement, les qualités de chaque équipe matchent vachement bien avec les défauts de chaque équipe et vice-versa, en fait. Donc, je sais vraiment pas trop quoi en penser. Ça va être super intéressant à regarder. Et pourquoi pas, moi je vois bien le réveil de Nick Foles. Si les Titans ont toujours du mal à aller au quarterback, putain, Nick Foles il peut distribuer quoi. Il peut distribuer la balle, il peut vraiment le faire quoi. Donc, match super intéressant. Si les Bears perdent, ils passent à 5-4, sachant que les Packers sont à 6-2, ça va pas être évident. Il y a un calendrier pas évident en plus derrière. Les Titans, c'est pour eux l'occasion de rappeler aux Colts que c'est toujours eux les patrons de cette division. Hein, bon, les Jaguars et les Texans, j'en parle pas. Je pense qu'ils ont compris le message cette année. Ça va pas se jouer pour eux, ça se joue entre les Titans et les Colts. Donc, match super intéressant à suivre. Vraiment, je sais pas trop quoi en penser. Je préfère être honnête. Hein. Les Titans peuvent démonter les Bears, je serais pas surpris. Les Bears peuvent démonter les Titans, je serais pas surpris non plus. Un peu plus peut-être. À voir. Ça va être un super match en tout cas. Super match à suivre. On enchaîne